gens qui étaient en face de moi du côté de la table. Oui, mais on vous reproche justement de faire comme eux. Mais oui, mais l'idée n'est pas justement de faire ce genre de choses, puisqu'encore une fois, la liberté, c'est la libre confrontation des idées contraires. Et non. Après, quand on plaide, ah bah si, vous stigmatisez tous ceux qui pensent pas comme vous. Je les stigmatise pas. Si j'adore débattre avec eux, je suis toujours ouvert à tout dialogue et à tout échange. Après, chacun fera son choix entre les deux. D'ailleurs, si on revient au sujet du jour. Moi, je veux simplement qu'il puisse y avoir de l'autonomie des individus, des personnes, et qu'ils puissent se retrouver, non pas au niveau de la branche, mais au niveau de l'entreprise, à échanger ensemble pour savoir si effectivement mon temps de travail, par exemple, j'y viens, non mais je vous laisse faire après, le temps de travail, est-ce qu'il est bien pour moi à 35 ou à 38, moi je suis plutôt un gros bosseur, donc encore plus, mais en fonction de chacun, on va pouvoir s'autonomiser et faire confiance à chacun. L'inverse d'un système effectivement que je réprouve, et pour le coup c'est vrai que nous sommes tous en quête d'une certaine vérité, le système que je réprouve, c'est les gens qui décident à notre place parce qu'ils pensent qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc moi c'est pas du tout mon cas, je finis sur ce point. Que chacun puisse vous rendez hommage, comme par hasard, à Valls et Macron, et vous dites, je leur sais gré de, je vous cite, désencapsuler leur propre camp de cette couche sacrément incrustée de vieux réflexes interventionnistes, liberticides et rangs. Excusez-moi, mais il y a un jugement de valeur a priori. Mais on nous dit maintenant, et je m'adresse aussi à vous, on nous dit vous avez le choix entre le chômage de masse ou la précarité généralisée, et le camp, vous n'avez pas à discuter, tout le monde sait que le bon camp, c'est la précarité généralisée. Le vrai choix n'est pas là. Le vrai choix n'est pas là. Aujourd'hui, c'est la loi travail, c'est ce qu'on nous explique. Hein. Regardez, il y a tous les pays qui ont ouvert, qui se sont ouverts à cette liberté dans le travail, alors qu'aujourd'hui on a plus de 10% de chômeurs, on a des zones où il y a 25 ou 50% de chômeurs, même chez les jeunes, c'est un peu minable. Je ne suis pas dans le calcul, je suis en train de vous dire que moi je vis dans un pays où effectivement il n'y a que 5% de chômage. Et pourquoi il y a 5% de chômage? Parce qu'on a la liberté de chacun de pouvoir recruter avec un risque minimum aujourd'hui, et donc la possibilité de recruter, elle est limitée dans ce pays aujourd'hui par la loi. Il faut alléger tout ça, ouvrir tout ça pour qu'on puisse recruter. Mathieu a beaucoup parlé. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première que je trouve très interpellante, c'est que j'ai le sentiment qu'on pense de plus en plus la question de la liberté sans à aucun moment la mettre en lien avec la question de l'égalité. Penser que le monde du travail est un monde libre dans lequel les salariés et les patrons sont à égalité, il n'y a pas de problème, ils peuvent discuter calmement et en bonne harmonie de leurs droits. Mais c'est juste ignorer totalement ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Moi, j'ai créé une boîte, j'ai embauché 4 salariés. Je peux vous assurer que je vois très bien la façon, même si on essaie de faire beaucoup d'efforts dans l'entreprise pour essayer de créer les meilleures conditions de travail possibles, la réalité, c'est que c'est moi qui fais le virement sur leur compte en banque pour qu'elles aient de quoi manger à la fin du mois. C'est bien. Donc ça instaure quand même... C'est merveilleux. Pourquoi vous avez juste alors, arrêtons de croire simplement que c'est le monde des bisounours de l'entreprise. Mais le monde des bisounours que vous proposez à l'inverse, c'est le monde où vous avez au niveau de la branche... Mais la liberté de parler... Non, un peu moins. Excusez-moi, c'est important de réagir. C'est important de réagir parce que la pensée magique... Non, c'est important, oui, vous avez raison. C'est important de laisser les gens pas terminer. Que vous invoquez chez moi, en réalité, je la trouve chez vous parce que la discussion inverse, qui ne serait donc pas au niveau du chef d'entreprise avec ses salariés, elle se ferait où? Elle se ferait ailleurs, entre d'autres personnes. Donc entre quoi? Entre des syndicats peu représentatifs et avec des hommes politiques qui pensent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Vous avez une confiance folle dans le Premier élément, moi je suis très interpellée que depuis 15 jours que cette pétition a été lancée, on nous parle de cette liberté au niveau de l'entreprise sans à aucun moment penser que le monde de l'entreprise, il y a des rapports de force dans l'entreprise et que c'est pour ça d'ailleurs que le code du travail existe pour permettre de rétablir une forme d'équilibre. Et puis le deuxième élément quand même, qui moi m'interpelle beaucoup, c'est cette histoire de en libérant le licenciement et en permettant aux gens de licencier plus facilement, on va créer des emplois. Et là, très sincèrement, personne n'a été capable de me théoriser ça d'un point de vue juste économique, scientifique. Toutes les études qui ont été menées pour essayer de faire un lien de corrélation entre la rigidité du code du travail et l'emploi ont abouti à rien. En Allemagne, le CDI est plus rigide qu'en France. Il y a moins de chômage. En Suède, dans certaines zones du territoire en Suède, on travaille moins qu'en France et il y a moins de chômage. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre ça et le chômage. Vous avez raison ponctuellement. Vous avez raison ponctuellement, mais vous savez bien aussi que si en Allemagne il y a moins de chômage, c'est que ils ont mis à côté du régime du CDI un régime d'ultra précaire à 400 € par mois et qui permet d'embaucher des tas de gens qui sont au chômage en France ou au RSA.
Vous savez très bien, ça n'est pas de mauvais choix. Vous avez raison, c'est un choix politique. Voilà. C'est un choix politique, je suis d'accord. Est-ce qu'on pense que c'est bien de créer des emplois à 400 € par mois? Et bien, au moins ils bossent. On vous répondra comment ils bossent. Mais derrière, les coûts en termes de santé, mais les coûs en termes de santé derrière sont monstrueux. Mais vous croyez que le chômage en termes de santé, c'est pas monstrueux? Eh ben, quand vous êtes indemnisé plus que 400 € par mois, vous avez moins de difficultés. Moi, j'ai une de mes copines, par exemple, aujourd'hui, elle est payée au SMIC. Super, elle a un boulot. Chanceuse. D'accord? Elle est obligée de choisir entre aller chez sa dermato ou chez sa gynéco. Parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer les deux. Et ben, c'est pas normal, ce système-là. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'elle sorte de ça? Qu'on leur donne, qu'on fasse des allocations supplémentaires? Non, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce que la loi travail, est-ce que le fait de licencier plus facilement va régler le problème de la France? Non, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette pétition. Nous faire croire que faire travailler les apprentis 40 heures par semaine, les apprentis mineurs, on parle de ce qui est caractérisé par l'ONU comme des enfants. Calmons-nous, c'est une loi extrême qui veut dire le code du travail est encore extrêmement présent dans cette loi, ne vous inquiétez pas. Non mais vous êtes d'accord que la loi permet aux apprentis mineurs, enfants, de travailler plus jusqu'à 40 heures par semaine. Oui, et ça ne nous choque absolument pas. Attendez, ça ne nous choque absolument pas. Les adolescents, les enfants, ils ont 16 à 18 ans. L'ONU, les définitions de l'ONU, qui serions-nous dans les beaux plateaux de télévision pour dire à des gens qui pourraient avoir un emploi si effectivement on libérait les employeurs du risque du licenciement, donc qui auraient une capacité à embaucher, qui serions-nous à dire ah non attendez c'est pas bien parce que les gens vont pas pouvoir travailler dans les conditions que je souhaiterais. Mathieu, vous êtes chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise, je vais juste finir là-dessus. Et le pied à l'étrier. Moi je vais jusqu'au aussi. D'ailleurs même l'auto-entrepreneur c'est pareil. Il y a un certain nombre de gens de la nouvelle génération qui sont dans les banlieues et qui vont postuler plutôt chez Uber ou ce genre de société plutôt qu'à Pôle emploi où ils trouvent pas d'emploi. Et si on regarde au taux horaire, parfois ils gagnent même moins que le SMIC. Eh ben moi ça ne me dérange pas parce que qui leur a imposé de le faire? Qui leur a imposé Attends Eric, qui leur a imposé de le faire? C'est eux qui y sont allés. Est-ce qu'on peut pas laisser la possibilité d'y aller plutôt que de toucher des allocations? Il est pour la suppression du SMIC. Mais on y vient avec plaisir. C'est une trappe à pauvreté. On vous entend. Alors attendez, moi j'aimerais parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas dans vos positionnements respectifs. Je vous explique. Je commence par lui si vous voulez, ou je fais comme vous voulez, mais je commence par lui, c'est rapide. Allez-y. Vous êtes, et vous l'assumez, un libéral, partisan de la liberté. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? Qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est un monde où tout n'est que contrat entre citoyens autonomes et leurs conflits sont régis par le droit. Est-ce qu'on est d'accord avec cette définition rapide? Qui est extrêmement rapide parce que vous enlevez toute la dimension humaine de tout cela. Mais bien sûr. On a l'impression d'être un truc extrêmement caricatural, mais je l'entends. Vous l'entendez pas. Donc, sauf que l'autonomie et la responsabilité de chacun. Voilà, régi par le droit. Donc, normal, et non pas par l'État qui vient intervenir, etc. Exactement. Oui, on est d'accord. Sauf que ce qui caractérise cette loi, et un des éléments phares de cette loi, c'est justement la limitation de l'intervention du droit et du juge, parce que le juge favorise trop le salarié, parce qu'il donne des indemnités de licenciement trop importantes. Et d'ailleurs, les patrons sont très contents. Déjà en 2013, j'ai noté la déjudiciarisation des plans sociaux et l'homologation par l'administration. Donc en fait, la grande revendication du patronat et des prétendus libéraux, c'est le retour de l'État parce que le juge est trop généreux avec le salarié. Je trouve que là, vous devriez choisir, vous devriez être contre cette loi à cause de ça. On y va. Il y a une vraie... D'abord, la loi, ce que j'aimerais vraiment, c'est le libre contrat, non pas au niveau de l'entreprise, mais entre vraiment le salarié et son employeur. Mais le renard libre dans le poulailler libre. C'est vieux comme le 19e siècle. C'est totalement nul. Et moi, je ne vais pas parler du... C'est quand même ça, excusez-moi. Mais arrêtez de parler du renard libre et du poulailler libre. Moi, je suis un salarié, je peux vous raconter. Moi, je suis un employeur, je peux vous raconter. J'ai l'air plutôt de voir que les gens sont... Arrêtez, ça marche pas avec moi. J'ai lu mes classiques au 19e siècle, donc ça marche. En tout cas, donc votre combine répondez à ce que je vous ai dit. Je vais faire passer Eric Zemmour pour un gauchiste. Mais c'est bien. Mais je ne suis pas un droitier. Beaucoup plus à gauche que vous, on va parler après. Le droit du travail. Attendez votre tour. Le droit du travail, effectivement, a malheureusement dérapé de manière considérable, y compris sous le poids des juges, dans une lecture très... Donc quand ça favorise le salarié, c'est un dérapage. Si je pouvais finir, quand ça favorise le patronat, c'est la liberté. Pas du tout. Je pense que regardez les résultats aujourd'hui en termes de chômage. Malheureusement, c'est devenu un risque pour un employeur d'embaucher quelqu'un, c'est la vérité. Si vous le lâchez, vous le libérez, vous allez permettre l'emploi. Et pour que je puisse au moins donner une réponse à votre question, mais vous répondez pas. C'est l'objectivisation du droit.
la liberté. Il faut que le droit soit objectif et pas dans des mesures d'interprétation. Ah bah alors là, vous jouez le juriste, vous êtes un mauvais juriste. Vous êtes juriste. L'objectivation du droit. Alors là, comme baratin, vous pouvez pas inventer mieux là. Mais parce que vous n'y comprenez rien. L'objectivation du droit, c'est quoi? C'est que les concepts soient clairs avec le moins de marge. Et d'ailleurs, pour tout le monde, c'est le mieux. Que les concepts dans la loi soient clairs pour qu'il y ait moins de marge d'interprétation ensuite. Le salarié sait ce qui se passe, l'employeur sait ce qui se passe. Il y a moins besoin du juge pour l'interpréter. La loi, monsieur. C'est ce que je dis. Donc, la loi. Donc c'est ce que je dis. Mais la loi, c'est le politique, c'est l'État. Oui, mais je ne suis pas un anarchiste. Caroline Dehaas, vous voulez lui répondre? Caroline Dehaas, s'il vous plaît. On essaie de s'écouter. Caroline Dehaas. Juste un élément, parce que Mathieu Laine parle de vérité. Bon, moi, comme ça fait quand même 15 jours qu'on entend que c'est très compliqué de licencier, moi je suis chef d'entreprise, d'accord, donc j'ai embauché 4 personnes, j'ai pas encore licencié. Voilà, j'espère que tant mieux. Non, bien sûr. Mais donc, résultat, cette vérité dont vous parlez, la vérité, ça veut dire que ça s'applique à tout le monde. Je suis allée vérifier dans le code du travail comment est-ce qu'on fait pour licencier quand on est chef d'entreprise aujourd'hui. Vous avez en fait des multiples possibilités, d'accord. D'abord, quand vous créez des emplois en CDD, d'accord, vous pouvez, le CDD s'arrête à la date où c'est prévu, donc c'est pas difficile de licencier. Quand vous embauchez quelqu'un en CDI, quand vous créez une embauche, cette fameuse peur d'embaucher, elle est quand même sacrément, à mon avis, atténuée, parce que quand vous créez un CDI, par exemple pour un cadre, vous avez la possibilité de lui faire une période d'essai de 4 mois renouvelable. Ça fait 8 mois de période d'essai. Excusez-moi, mais un chef ou une chef d'entreprise qui n'est pas capable, en 8 mois, de vérifier qu'un salarié, ça se passe bien dans l'entreprise, ça se passe bien sur le poste, et de vérifier que ça va tenir au niveau des commandes, c'est juste quelqu'un d'incompétent. Donc le problème, il n'est pas du côté du code du travail, il est le problème de la compétence des chefs d'entreprise, excusez-moi. Mais alors, comment vous expliquez le taux de chômage en France? Mais le taux de chômage, il y a un problème. Pourquoi est-ce que moi j'embauche pas 10 personnes demain? Pourquoi moi j'embauche pas 10 personnes demain? Ça n'a rien avec le code du travail. Le code du travail pourrait me faciliter le licenciement, ça changerait rien. Ce qui fait que j'embauche pas, c'est que, d'ailleurs j'embauche, ce qui fait que j'embauche pas plus, c'est parce que les carnets de commandes ne sont pas suffisants. C'est tout simplement ça. Excusez-moi, on pourrait moi je sais mes arguments. C'est que depuis 20 ans, les Chinois nous ont pris des millions d'emplois et que vous êtes là à dire c'est formidable, ils nous ont pris des millions d'emplois, mais nous on garde 3 emplois comme s'ils étaient débiles les Chinois et qui faisaient que des chaussettes à vie et qui faisaient jamais de la haute technologie. Non mais c'est ce que les gens croyaient dans les années 80-90, monsieur Léland. Alors maintenant j'aimerais juste un chiffre quand même. Il y a plus de 600 000 personnes qui ont été licenciées. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est 2013. Plus 320 000 personnes qui ont fait une rupture conventionnelle. Donc on est presque à 1 million de personnes qu'on appelle de décrutement, soit de la licenciement, soit du licenciement, soit de la rupture conventionnelle. 1 million par an. Je veux dire, si c'était compliqué de licencier, il y aurait 1 million de personnes par an qui perdraient leur boulot. Il y a quand même un problème là de logique. Je veux dire, c'est niveau CP quand même de comprendre ça. Non, mais ce qu'il vous dit, là, le seul argument, ça m'étonne qu'il ne le donne pas, c'est que les licenciements excessifs coûtent une fortune aux petites entreprises illégaux qui souvent ça les coule. Quand on respecte pas les lois, on est puni. Voilà. Mais alors attendez, moi j'aimerais vous dire quelque chose à la fin. On avance un petit peu, s'il vous plaît. Il y a une contradiction chez vous en revanche que je voudrais vous livrer, que vous me donniez votre avis. Voilà, j'ai bien compris, vous vous méfiez de l'idéologie libérale de notre ami Mathieu Laine, vous pensez qu'au-delà de la liberté, il y a aussi l'égalité, qu'il y a les règles, qu'il y a en fait un État qui doit intervenir, que le contrat entre 2 personnes, ce n'est pas la panacée. Et ça, c'est la Caroline Dehaas, anti-loi du travail. Et puis, il y a la Caroline Dehaas que moi, je connais, en tout cas de nom et de réputation. Ne faites pas croire aux gens qu'on se connaît. Non, j'ai dit de nom et de réputation. Je peux témoigner. Bah oui, absolument. Mais non, on se connaissait pas, on s'est jamais vu. Et la Caroline Dehaas que je connais, qui est une féministe militante et virulente, explique que qu'est-ce que c'est que le féminisme? C'est justement l'autonomie des femmes, la liberté des femmes, qui peuvent décider ce qu'elles veulent, avec aucune contrainte, que rien ne doit limiter leur autonomie, que même pas la famille, même pas la vie des enfants qu'elles portent, si elles en ont envie. Donc absolument, c'est la liberté du contrat, c'est le rêve de Mathieu Laine. D'ailleurs, Mathieu Laine est très féministe. C'est vrai. Donc là, il y a une contradiction majeure, c'est-à-dire que le féminisme, il n'y a pas plus idéologie plus libérale. Et donc, en étant féministe, vous faites le jeu du marché. Évidemment, vous faites le jeu du marché que vous vomissez par ailleurs. Vous êtes l'idiote utile de Mathieu Laine. J'ai pas dit idiote, j'ai dit idiote utile, c'est pas pareil. C'est très sympa. Mais oui, mais en même temps, se faire insulter par exemple. Mais c'est pas une insulte, idiot utile, c'est un mot de Lénine.
Oui, et alors? C'est pas une insulte du tout. Vous pensez que Lénine n'a jamais insulté personne? Non, idiote utile, ça veut dire que vous servez sans le savoir la cause. Alors, on a compris votre réponse. Alors, moi, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il est possible d'avoir des réflexions complexes et pas simplistes. Et que c'est possible, en effet, de penser à la fois... Non, mais justement, c'est pas simpliste. Vous avez raison. Mais ce que j'ai dit n'est pas simpliste. Non, mais vous avez raison, tout à fait. Vous avez souligné une forme de paradoxe dans l'engagement féministe que moi je trouve très intéressant et que je travaille et que je revendique, parce que je pense que justement ce paradoxe et cette complexité, elle est très intéressante. Il y en a une autre dans l'engagement féministe, c'est que on passe notre temps à dire qu'on veut que, en fait, on devienne indifférent aux différences, que les femmes et les hommes, que les gens soient femmes, hommes, noirs, blancs, grands, petits, on s'en fiche. Ce qui compte, ce sont des êtres humains, doués de raison, avec des désaccords politiques, etc. Et c'est ça qui nous intéresse, de compétences, etc. Bon. Et en même temps, on passe notre temps à mettre le curseur et les sunlights sur le fait que les femmes sont dans une situation d'inégalité. Et donc à rappeler la particularité des femmes aujourd'hui. Oui. C'est un paradoxe. Et c'est une tension que moi je trouve passionnante en fait à travailler, parce qu'à la fois on passe notre temps à dire si on veut tendre vers l'universel, si on veut tendre vers l'indifférenciation des mentalités, c'est-à-dire arrêter de se poser la question est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme en permanence, mais de regarder ce qui constitue les compétences, les convictions des individus. Si on veut tendre vers ça, il y a un moment où il faut aussi pointer du doigt les inégalités. Et si on veut que les femmes et les hommes soient libres dans ce pays, moi je considère qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, avec les rapports de force que nous voyons au quotidien, au travail, dans la famille, dans la société, dans les partis politiques, il y a besoin de règles. Et que cette liberté, elle va être évidemment encadrée. Par exemple, moi je considère que c'est bien de limiter le temps de travail. Parce que qu'est-ce qu'on observe? Que quand les gens travaillent aujourd'hui, c'est des études de l'OMS qui montrent ça. Attendez, c'est des études de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé qui montrent ça. Quand on travaille 48 heures par semaine, aujourd'hui les cadres travaillent 46 heures par semaine en France, en moyenne. 48 heures par semaine. Quand on travaille 48 heures par semaine, c'est l'OMS qui le dit, c'est 27% d'AVC en plus. Moi, je trouve ça légitime que le Parlement, que les citoyennes et les citoyens se disent, on va réduire le temps de travail parce que pour notre bien-être collectif, les AVC, ça coûte cher à la société, ça coûte cher aux personnes, ça pose des problèmes pour les personnes qui sont victimes, évidemment, mais en plus pour leur famille. Et donc on dit, on va réduire le temps de travail. Et donc vous avez raison, on accepte de réduire une partie de nos libertés pour le bien-être collectif. Les femmes fumaient moins dans les années 50, elles avaient moins d'artériosclérose, elles avaient moins mais c'est pour vous dire que quand vous acceptez des contraintes, parce que vous estimez que ces contraintes, mais je vous explique, quand vous estimez que ces contraintes sont légitimes, il y a d'autres contraintes qu'on peut estimer aussi légitimes et que vous n'estimez pas légitimes. Moi aussi, je voudrais un débat sur quelles sont les juste sur ce que vous dites. D'un mot, vraiment d'un mot, Mathieu Hélène, s'il vous plaît, d'un mot. L'impérieuse liberté des femmes, qui est un vrai grand sujet aujourd'hui, c'est vraiment un sujet. Oui, grand sujet. De plus en plus. Dans l'individu et la confiance dans l'individu, c'est aussi ce genre de loi. Vous voyez? Alors, non, mais moi je voudrais reprendre le fil économique. Je voudrais reprendre le fil économique. Madame Delas a usé d'un argument de bon sens. Elle dit, comme tout chef d'entreprise, mais je crois que tous les chefs d'entreprise diraient la même chose, on embauche quand les carnets de commandes sont pleins. Bon. Or, si je suis le raisonnement jusqu'au bout, la précarisation va aboutir à un affaiblissement de la demande. C'est tout le problème du capitalisme depuis la mondialisation. Un affaiblissement des carnets de commandes, donc voilà. Bon, ça c'est la première chose. Comment se fait-il qu'une loi sur le travail ne prévoit rien pour la demande? Moi, je m'interroge. Donc, deuxièmement, est-ce que les yeux dans les yeux, par exemple, vous dites la loi est adoptée seule. Non mais, est-ce que vous dites ça va correspondre à une diminution mécanique du chômage? Est-ce que vous en êtes certain? Vous dites, voilà, faisons cette loi et je vous garantis, c'est un raisonnement intellectuel, que dans, dans un an, il y a même 100 000 chômeurs de moins. Est-ce que vous pouvez le garantir? Voilà, deux questions en une. Oui. Évidemment que cette loi aura pour conséquence, d'abord je la trouve pas parfaite, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai rédigée, mais cette loi, c'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir refaire confiance au niveau de l'entreprise, à la relation entre l'employeur et le salarié pour définir le bon cadre en fonction, parce que c'est telle entreprise, on est petit, on est grand, on est moyen, en fonction du contexte du carnet de commande, etc. Et cette souplesse-là, associée au fait que effectivement, on va pouvoir caper, limiter, en tout cas prévoir, sécuriser la valeur de la séparation de ce contrat potentiel, j'y viens. Je suis intimement convaincu qu'on crée des emplois. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a marché ailleurs. L'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Oui, ils partaient tellement haut, l'Espagne. 5% de chômage là où je vis, en Angleterre, d'accord. Et je ne parle pas de précarité. Si, l'Angleterre c'est la précarité. Mais vous êtes dans des caricatures. Il y a plein de Français qui ne sont pas diplômés, qui arrivent chez nous et qui travaillent. Eh ben oui, travailleurs pauvres. Attends, c'est moi je veux bien. Mais il faut assumer.
Parce que vous voyez en photographie qui est pas en dynamique. Moi, je suis parce que la prêt à photographie que vous accepter. donnez, après je réponds au premier truc. Je suis prêt à accepter qu'on privilégie le travailleur pauvre sur le chômage. Mais il faut assumer. Vous regardez en photographique, moi je vois en dynamique. La dynamique, c'est que moi aussi, moi j'étais non diplômé à 18 ans et j'ai trouvé un job et j'étais payé très peu et j'ai rencontré plein de gens, y compris vous, il y a longtemps, dans ce contexte-là. Je ne connaissais ni rien ni personne. Et j'ai découvert plein de choses, je n'ai rien. Et depuis, petit à petit, j'ai été salarié et j'ai créé ma boîte. Monsieur Laine, on vous recevra pour votre autobiographie avec grand plaisir. Sur la question de la demande. L'incarnation. Regarde, il parle tout le temps de lui. Ah ben oui, bon. On peut le faire de temps en temps. La demande, c'est l'offre qui crée la demande. C'est une vieille loi. C'est l'offre qui crée la demande. Et c'est ça qui marche. Ça lui plaît pas le poulailler. Parce que c'est du 19e siècle, mais quand c'est Jean-Baptiste C, ça lui plaît. Regardez Uber. D'un mot, très rapide. Ils ont créé un service qui n'existait pas. Ça n'existait pas, le VTC de cette manière. Plein de gens l'utilisent désormais. Ça a créé plein d'emplois au sens de l'entrepreneuriat. Mais dans quelles conditions et alors dans quelles conditions? Et c'est des gens qui à l'époque... Mais attendez, discutez avec eux, vous rigolez ou pas? Vous discutez jamais parce que vous avez des taxis payés par la production. Non. Mais c'est une histoire. On vient en métro. Moi, j'ai pas connu cette période en tout cas. Vous vivez dans un autre monde. Ils ont choisi personne. Tiens, je vous prête mon Navigo. Moi j'ai le même, mais Eric Nolot. Non, mais bon. Non, mais là, ça commence à... Parler à des mecs, est-ce que quelqu'un les a forcés de l'État, la police, qui vous voulez, vient dire à un chauffeur VTC, viens travailler? Non, bien sûr. La nécessité, est-ce que c'est mieux que chez les allocs? C'est vous qui l'avez dit. Voilà, un dernier mot, c'est bientôt terminé, Mathieu Laine. C'est que vous l'assumiez C'est pas. que ce soit un peu vrai. Non, c'est que vous l'assumiez pas. Moi, j'assume. On a compris. J'assume. Je préfère un travailleur pauvre à un chômeur. C'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé. Il y a des mesures dans cette loi de travail dont on n'a pas parlé, et vous, là encore, moi je vois pas du tout le rapport avec la création d'emplois. Par exemple, cette loi de travail propose de supprimer la visite obligatoire, médicale, obligatoire à l'embauche, pour tous les salariés, sauf pour certains qui pourraient être plus particulièrement en difficulté médicale. Ça veut dire que quand vous arrivez dans un boulot, moi je l'ai vécu dans mon entreprise, par exemple, cette visite médicale, elle a permis de changer des postes de travail. Une ergonomie parce qu'elles sont beaucoup, c'est des consultantes, elles sont beaucoup en déplacement, mais elles sont aussi beaucoup sur leur ordinateur. Et donc on a fait changer, parce qu'il y a eu des études qui ont montré que voilà, la façon de s'asseoir, la façon de mettre l'ordinateur, ça pouvait créer des problèmes de santé qui coûtent cher à la société. Pas m'envoyer parce que je sais jamais comment me mettre devant mon ordinateur. Et Et donc cette visite médicale, la suppression de cette visite médicale obligatoire, moi elle m'interpelle. Autre mesure qui est très interpellante dans cette loi, c'est que par accord d'entreprise, on donne l'autorisation aux entreprises, dans les accords, de fractionner les 11 heures de repos obligatoires. C'est une directive européenne. C'est juste le droit européen. On va pas me faire croire que les Européens, c'est pas une tripotée de gauchistes qu'on définit une loi trop contraignante quand même. On va fractionner les 11 heures de repos. Ça veut dire qu'on va pouvoir éviter que des salariés aient 11 heures de repos. Ça a quoi comme conséquence, ça? Ça a d'abord qu'on travaille moins bien. Et ça a des conséquences pas que sur les salariés. Parce que moi, je suis désolée, quand je dors que 5 heures par nuit, qu'est-ce qui se passe à la maison? Ça se passe moins bien avec les gamins. Donc ça a des conséquences. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. C'est terminé. C'est déjà terminé, Mathieu Laine. Juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que... Je suis vraiment désolée. Est-ce que vous pensez que ce texte pourra être retiré? En tout cas, c'est ce que demandent les 1,2 million de personnes qui ont signé la pétition, et c'est ce que demandent aujourd'hui toutes les personnes qui sont dans la rue, là, qui commencent à descendre dans la rue aujourd'hui et qui seront nombreuses à le faire. Contre la majorité silencieuse. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Il serait de retour. Le comeback en politique d'Arnaud Montebourg, on en parle avec l'un de ses amis, François Calfon, juste après la question qui fâche d'Amandine Collongette. Oui, exactement. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Pour Arnaud Montebourg, visiblement, ça ne va pas si mal. Il se murmure que l'arrogant, l'agitateur, le provocateur ferait bientôt son comeback. Comment ça va? Depuis son éviction du gouvernement, l'homme à la marinière se fait plutôt discret. Vous allez prendre un café, c'est ça? Comme vous le voyez, Mais son rêve, tout le monde le connaît, et lui le premier. Pourquoi voulez-vous devenir un jour président de la République? Je crois que ce pays a besoin de se réinventer. Alors première question, Arnaud Montebourg est-il prêt à tout pour devenir président? Pourtant l'homme qui a mené la bataille du Made in France
Excusez-moi, je mange du saucisson du loup. À plusieurs échecs à son actif, dont un cuisant, Léo Fourneau de Florange. C'est un bras de fer difficile qui s'engage avec une multinationale de l'acier. C'est son créneau, l'homme à la marinière se veut proche du peuple, proche des ouvriers. Il n'a jamais hésité à pousser des gros coups de gueule contre les grands patrons. Depuis le mois de février, j'interroge monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau? Mais voilà, il y a un hic et un gros. Ses relations avec le PS sont tendues. Et depuis longtemps, rappelez-vous, c'était en 2007. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. Et puis il y a eu la goutte d'eau fatale. Pour Arnaud Montebourg, la fête de la rose a piqué au vif François Hollande. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement, président. Visiblement, la cuvée est restée en travers de la gorge du président. Alors aujourd'hui, Arnaud Montebourg peut-il participer à une primaire de la gauche? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois signer, j'ai ma carte électorale. Il faut dire que le Bourguignon n'a jamais hésité à balancer des pics sur le président. Non, tirez sur la cravate parce que la cravate est en train de... C'est le syndrome Hollande. Et si Arnaud Montebourg est content de sa cravate, il l'est encore plus de son score à la primaire socialiste en 2011, 17%. Oh bah bravo, hein. C'était un super truc. Il termine sur la 3e marche du podium. Merci. Dans les coulisses, il se raconte qu'il va sortir un livre dans quelques semaines ou quelques mois. J'ai le temps. Moi j'ai le temps. Aujourd'hui, celui qui se dit gaulliste de gauche mise sur l'entrepreneuriat et a notamment intégré la chaîne d'ameublement Habitat. Il semble que pour Monsieur Meuble, l'heure de la revanche a sonné, mais alors question qui fâche. Arnaud Montebourg peut-il réussir sans le PS ou va-t-il tomber de sa chaise? J'ai beaucoup d'amis, tous les jours davantage, et ça va continuer. Bonsoir François Calfon. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional socialiste d'Île-de-France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est dans les starting blocks, Arnaud Montebourg? Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la gauche est en miettes, que l'état du pays est préoccupant et donc que les gens qui ont un sens des responsabilités doivent pouvoir, en temps voulu, les prendre. Je repose ma question. Est-ce qu'il se prépare, Arnaud Montebourg? J'étais avec lui alors. J'étais juste avec lui hier soir encore à Dauphine devant les étudiants. Il a parlé de la faillite européenne, donc peut-être pour vous c'est se préparer, y compris de l'analyse qu'il fait de toutes ces mobilisations sur la loi travail, en disant que c'est quand même tout à fait étrange qu'on omette de dire que dans les facteurs qui entravent la vie dans les entreprises, il y a les banques, il y a le coût de l'énergie qui a accru à cause des directives européennes. Il y a toute une série de facteurs dont on ne travaille pas et dont on ne parle pas, pardon. Et on va chercher la paille dans l'œil du voisin, c'est-à-dire les salariés, plutôt de voir la poutre qu'on a en face de ses yeux, c'est-à-dire ce libéralisme sans limite qui n'est critiqué ni à droite ni à gauche. Et le libre-échange, monsieur Calfon. Et le libre-échange qui est critiqué ni à droite ni à gauche. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, est-ce que se préparer, c'est dire ces vérités? Moi, je vous renvoie la question. Est-ce que faire de la politique activement, c'est dire des banalités sur lesquelles les gens pinaillent et en fait sont d'accord sur l'essentiel? Les Français voient bien que ce système craque. Alors, donc il travaille sur le fond, il est en train de préparer les choses. Il fait autre chose aussi, parce que j'ai fait un lapsus en parlant du mot travail. Il travaille. Ouais. Il travaille. Il n'est pas professionnel de la politique. Il a rompu, il n'est plus. Et je vous signale qu'il a un métier quand même d'avocat au départ. Absolument. Il a rompu avec ce système qui veut qu'on commence bureaucrate au mouvement des jeunes socialistes. Je sais, je l'ai été. Oui. À l'UNFD, je sais, je l'ai été. Assistant parlementaire, je sais, je l'ai été. Absolument. Et puis, moi, comme lui d'ailleurs, c'est ça, juste ma modeste contribution à ce débat, j'ai créé ma boîte, j'avance, lui, il a créé sa boîte, et je vais même vous dire ce qu'il fait. Alors vous allez me dire si ça, c'est se préparer ou pas. Il fait un fonds d'investissement avec Money Capital pour promouvoir non pas les start-up qui vont à la Silicon Valley, mais les biomasses. La biomasse, mais pas que. Les entreprises qui investissent dans le Made in France, avec des jeunes gens qui sont à la fois dans le monde du numérique, mais qui ont une vision patriotique de leur pays, c'est-à-dire d'une certaine forme d'alliance des productifs, de l'entrepreneur au salarié. Voilà ce que fait Arnaud Montebourg. Est-ce que ça, c'est se préparer? Est-ce que c'est utile au pays? Moi, je crois que c'est utile au pays. On a compris, mais pour quand alors il se prépare? En 2017 2017 ou 2022? Et si jamais il se présente, est-ce que vous le soutiendrez? Mais vous savez, ces échéances électorales, personne, ça n'intéresse personne. Non, c'est pas ça. Je vais vous renvoyer encore une question. Est-ce que l'urgence, c'est en 2022 ou est-ce que l'urgence, c'est en 2017? Moi, je crois que la situation du pays... Là, il faut marcher sur l'Élysée, là. Je crois que la situation du pays est suffisamment grave pour que ceux qui doivent prendre leurs responsabilités les prennent. Est-ce qu'il les prendra? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est conscient de la gravité de la situation? Il l'est de toute évidence. Alors, s'il se présente, vous le soutiendrez?
Il est clair qu'il y a besoin d'un monsieur X, pour reprendre, qui ne soit pas dans le professionnalisme de la politique, pas dans les petits. Je trouve qu'on va un peu vite là. Il se présente, ça veut dire il se présente aux primaires, on est d'accord. Voilà, c'est une très bonne primaire. Oui. Je vous remercie de l'avoir posé. Parce qu'il ne va pas se présenter contre Hollande. Il ne va pas se présenter contre Hollande, j'imagine. Mais si, il va se présenter à la primaire. Non, il peut se présenter contre Hollande. Il y a deux questions. Tu peux y aller directement, oui. La première, c'est qu'il faut une primaire. Pour une bonne et simple raison, c'est que les partis politiques ne servent plus à rien sauf à sanctionner ceux qui ne sont pas dans la ligne. Je sais, je connais. Et certainement pas à définir une orientation. Puisque quand on définit une orientation, souvenez-vous de ce lamentable congrès de Poitiers, où Madame Aubry finalement fait adopter par la majorité la ligne des frondeurs, le lendemain, Valls s'assoit dessus. Donc il faut finalement cette convergence. Ça public en même temps. Exactement. Il faut cette convergence qui a été finalement améliorée, si j'ose dire, boostée par la primaire, entre un homme et un homme, une incarnation, un homme ou une femme d'ailleurs, et une ligne politique. Donc il faut les primaires. Et cette idée... sous question, pardon, excusez-moi. Oui, comme ça, on fait bien. Si Hollande ne va pas à la primaire, qu'est-ce que vous faites? Il faut une primaire aussi. Non mais il faut que... Moi je suis... S'il va pas, vous faites quand même la primaire? Je vous rappelle que je tiens pas les reins du parti, ça faut... Je vous renvoie à votre ami Jean-Christophe Cambadélis, qui vous renvoie avec moi. Maintenant, en droit, des fois ça marche dans les partis politiques, le droit. En droit, la primaire est obligatoire. Parce que c'est dans les statuts. Dans les statuts. Et à un an de la primaire, c'est-à-dire début avril, à un an de la présidentielle, la primaire doit être décidée avec son calendrier. Ça ne veut pas dire pour ça que ce sera respecté, on connaît les filous, mais en tout cas, je vous donne la façon dont les choses se passent. Et pourtant, Arnaud Montebourg n'a pas signé l'appel à la primaire. Vous savez, Arnaud Montebourg, souvenez-vous, c'est quand même celui qui a importé les primaires en France. Oui, et c'est drôle, du coup, il aurait pu signer cet appel. Mais c'était Pasqua, vous vous souvenez? À droite. Vous vous souvenez que c'était l'idée de Pasqua dès les années 90. Mais il ne s'est pas associé à cet appel. Mais il n'y a pas besoin de ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut quitter le bruissement du microcosme, comme dirait l'autre. Et il faut prendre un tout petit peu de hauteur en étant ferme sur ses orientations politiques. Alors, je vous ai dit ce sur quoi il est ferme. D'accord. J'aimerais arriver sur le fond, si vous permettez. On voit bien, si vous voulez, idéologique de fond, qui était déjà celui de 2012 d'ailleurs, au-delà du roi de la synthèse molle Hollande, c'était entre Valls et Montebourg, qui était 5%, 15%. Absolument, qui était en fait la ressucée, je dirais, du vieux combat au sein du mouvement socialiste Rocard-Chevènement, c'est-à-dire la gauche américaine contre la gauche colbertiste française. On peut résumer ça comme ça. Pas tout à fait, parce que c'est le Rocardisme 2.0, Manuel Valls. Avant Rocard, c'était quand même un peu les droits de l'homme, c'était le PSU. Aujourd'hui, on a l'austérité plus l'autorité. C'est vrai, Valls. C'est Tony Blair. C'est plus Tony Blair. Oui, c'est Tony Blair. Avec cette espèce de côté va-t-en-guerre, et on sait comment ça termine. Oui, mais c'est une évolution, à mon sens... par l'histoire et non pas. Mais bon, c'était une précision utile. Vous avez raison. Mais en tout cas, du côté de Montebourg, on voit bien le couloir, l'hérédité qui est tout à fait noble d'ailleurs, Chevènement et toute cette gauche colbertiste et sociale colbertiste. Sauf que depuis le temps de Chevènement, l'eau a coulé sous les ponts et en particulier sous les ponts de Bruxelles, parce que aujourd'hui, et on le voit bien avec la loi sur le travail, on le dit jamais, mais la vraie question, c'est dans l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe voulue par Jacques Delors. C'est là où je disais la semaine dernière que Martine Aubry est grotesque, parce qu'elle s'en prend à l'Europe de son père. Mais bon, c'est Marine Le Pen avec Jean-Marie Le Pen. Mais enfin, passons. Dans l'Europe de Delors, dans l'Europe du grand marché, dans l'Europe de la monnaie unique, la France sociale colbertiste n'a pas sa place. Donc, vous allez être en but au même problème. Vous me voyez bien avec mes gros sabots. Non, c'est pas des gros sabots. Non, mais j'essaye d'être cohérent. Entre-temps, le flux de la dérive et de l'impasse européenne a fait sortir les rivières et les fleuves de leur lit. Voilà ce qui s'est passé. Je suis d'accord. Mais ça veut dire quand même que vous accepteriez de faire le choix que n'a pas osé faire Tsipras en Grèce, c'est-à-dire sortir de l'euro. Parce que toutes les promesses que pourrait... Mais justement, c'est pour ça que je veux aller là. C'est pas le problème de M. Tsipras. Non, c'est ce que je dis. Tsipras a calé. Il n'a pas franchi le Rubicon. Ça n'est pas non plus celui de M. Montebourg. Par contre, vous n'arrivez pas à rien. Si je peux répondre plutôt que de... Voilà. Par contre, de dire un certain nombre de vérités. D'abord qu'il y a un problème... finalement d'implosion européenne par rapport à un certain nombre de politiques, quel que soit finalement le dynamisme de M. Draghi. Oui. D'accord. D'abord qu'il y a un sujet sur Schengen. Oui. D'abord qu'il y a un sujet sur les réfugiés. Oui. D'abord qu'il y a un sujet d'abandon de l'industrie européenne.
Et maintenant, le ministre du redressement productif qu'il a été a le recul. Monsieur Mittal a pris des engagements. Monsieur Mittal ne les a pas tenus. Et vous allez voir, y compris. Non, mais je vais jusqu'au bout, parce que les bilans doivent être tirés, y compris à Dunkerque, que Monsieur Mittal va se retirer. GE, Alstom. 6500 suppressions d'emplois aujourd'hui annoncées cette semaine. 10 000 à venir en France. Eh bien alors, il faut la défaisance de la Commission de Bruxelles et d'un certain nombre de politiques. Moi, je suis d'accord. Tirez sur la Commission de Bruxelles, vous aurez mon soutien. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous me disiez, est-ce que vous osez affronter l'Europe sur l'euro, sur la gouvernance? Déjà, il y a aussi un point sur la gouvernance. Mais on va répondre. Mais vous répondez pas. Il faut d'abord arrêter avec la fiction de la gouvernance de l'Europe à 27. Il faut gouverner l'euro dans son format et il faut, ce que M. Védrine a dit et qu'il faut mettre en pratique, il faut organiser une gouvernance des pays pionniers. Voilà, il y a l'euro. Ça, c'est bon sens. Il faut garder l'euro. Avec la politique déflationniste de l'Allemagne. Donc la politique déflationniste, il faut changer. Il faut changer les statuts de la Banque Centrale Européenne. Il faut changer les statuts de la Banque Centrale. Ça, c'est du pipeau. Hollande disait la même chose en 2010. Mais oui, mais Hollande, la différence, c'est que, si vous voulez, il y a un certain nombre de gens qui ont pris les conséquences des impasses politiques dans lesquelles ils étaient. C'est le cas d'Arnaud Montebourg. Vous y retournez? Mais non, on n'y retourne pas. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, le courage en politique, ça n'est pas, je vous l'accorde tout à fait, que la parole, ce sont les actes. Les actes ont été pris, à la fois par rapport à cette ligne qui conduit à l'impasse. C'est pourquoi Arnaud Montebourg a quitté ce navire qui devient un radeau de la Méduse. Et il y a aussi les actes par rapport à la vie politique et aux souhaits. Vous allez décevoir comme les autres si vous gagnez, monsieur. Vous savez, non mais vous savez, je suis triste quand je vous dis ça. Que vous défendez, pardon de vous le dire, que vous défendez simplement la ligne du Front National qui est pour quitter l'euro. Non mais si, c'est une réalité. C'est une réalité. Ça n'a rien à voir. Chevènement était pour la monnaie commune. Mais pas de problème pour la monnaie commune. Voilà. Alors dites-le. D'accord, mais c'est déjà plus l'euro. Je vais jusqu'au bout de ce que vous dites. La construction européenne, ça n'est pas la construction d'une Europe des peuples. Ça n'est pas l'impasse des populismes. C'est être capable d'apporter à tous ceux qui se posent légitimement des questions, et ce n'est plus des questions, qui voient la béance d'un certain nombre d'impasses, de construire les solutions. Et moi, je vous ai parlé pas simplement de la monnaie européenne. Vous avez un peu le même défaut. Moi, j'étais l'un de ses supporters, si j'ose dire, même si ce mot, en tout cas un de ses soutiens, que Jean-Pierre Chevènement. Tout n'a pas une cause causale unique. Qui serait simplement l'euro. Je vous ai parlé de politique industrielle. Mais je pourrais vous parler aussi d'autres choses. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est un symbole. Mais je suis d'accord avec vous. Je vais vous parler. Mais moi, je ne suis pas dans les symboles. Mais la protection communautaire aussi, monsieur Calfon. Je vais vous parler d'un sujet. Et ça, vous ne l'aurez pas avec l'Allemagne non plus. Je vais vous parler d'un sujet extrêmement concret. La directive travailleurs détachés, qui n'est autre que la légalisation de la directive Bolkestein, l'a si bien dit. Elle a inventé quoi? Elle a inventé la délocalisation à domicile. Absolument. Eh bien, je pense que si nous devons mener demain une discussion européenne, il faut suspendre, et c'est un préalable du nouveau président de la République, il faut suspendre la directive travailleurs détachés, qui invente 240 000 travailleurs délocalisés en France et qui amoindrit les droits sociaux. Eh bien, ça, ce sont les vrais sujets. Je vous parle des vrais sujets. Hier soir, devant les étudiants de Dauphine, candidat ou pas candidat, il a dit l'Europe sera le cœur du sujet de la présidentielle. Il y a un autre sujet. Pour vous répondre. Monsieur Calfon, vous avez listé un certain nombre de préalables. Pour être concret. Il y en a un autre que vous n'avez pas, ça m'étonne parce que ça tient à cœur à Arnaud Montebourg, c'est celui des institutions. Est-ce qu'il n'y a pas un préalable, une réflexion sur les institutions? Il y a un préalable sur une chose, renverser la table. Il n'est plus possible qu'une classe politique professionnalisée décide à la place des gens. Je donne un exemple très très précis. À quoi sert, et d'ailleurs le général de Gaulle lui-même avait posé la question, il n'est pas allé au bout de sa réflexion, ce Conseil économique, social et environnemental qui ne sert qu'à recaser les copains, et je veux dire, parfois les coquins. À quoi sert ce Sénat qui finalement est dans une sorte de jeu de dupes? Il défait la loi qui sera refaite, tout ça coûte chèrement aux contribuables. Il y a lieu que les citoyens, alors on a parlé de jury populaire, il y a plusieurs techniques, fassent irruption dans le contrôle de la décision publique. C'est un sujet assurément qui lui aussi, comme un élément de preuve, un élément de preuve. Mais monsieur Calfon, le général de Gaulle a prévu ça, quelque chose. Il a prévu le référendum. Mais tout à fait, je ne dis pas que tout cela est obsolescent. Il y a une forte actualité. Pourquoi il y a une actualité? Certains de mes amis frondeurs, parce que j'étais proche d'eux sur une critique libérale de ce qui se fait en ce moment, disent « Ah oui, mais enfin, De Gaulle, c'est une référence de droite. »
Il faut un authentique rassemblement du peuple français. C'est la guerre encore sur votre plateau avant moi-même. Ce sont les oppositions. Le chemin pour ce pays qui a tant rayonné, et quand on voyage à l'étranger, notre pays est encore admiré. Le chemin, c'est son génie, le génie français. Oui, mais arrêtez d'être... non, mais c'est un peu bizarre venant de vous, parce que le rassemblement déjà au sein du PS, ça paraît quand même très compliqué. Donc le rassemblement national, il va bien falloir qu'il rassemble. Comment le PS est divisé au rassemblement, j'en suis mort. Franchement, ça n'intéresse pas vos téléspectateurs. Ce qui les intéresse, c'est quel est le chemin ensemble. Est-ce qu'on va accepter, comme les sondages d'opinion nous le donnent, que 40 à 45% du corps électoral refusent la logique libérale, refuse la dérive européenne que nous connaissons, et que cela n'offre pas de débouchés positifs, constructifs. Eh bien, c'est ça qu'il faut offrir aux Français. C'est très juste, M. Calfon, ce que vous venez de dire, et je voudrais aller encore plus loin avec vous, parce que je sais que ce que je vais vous dire... La dernière fois, nous étions en désaccord, et maintenant nous convergeons. Vous voyez, vous voyez, alors, il faut revenir. Vous voyez, alors là, il faut revenir. Justement, là, plus on voit, plus on va diverger. Parce que... Vous me rassurez. Oui, vous allez voir. C'est assez simple, en fait. Et Montebourg, imaginons une candidature Montebourg. Bon, ça ne me gêne pas du tout. Imaginons une candidature Montebourg sur les axes que vous avez définis, donc gaulo, colbertiste, social, patriotique. Tout ça me va très bien. Populaire, tout ça me va très bien. Maintenant, il faut un électorat derrière. Et dans le passé, on a connu des tentatives venant de la gauche sur cette ligne-là. Je parlais de Jean-Pierre Chevènement à 5% en 2002. Et vous savez le grand respect que j'ai pour Jean-Pierre Chevènement. Donc j'en ai parlé avec lui de ce que je vais vous dire. Il était à 15%. Absolument. Mais justement, souvenons-nous de tout ça. Vous me donnez de l'eau à mon moulin, vous allez voir. Mélenchon aussi était à 15% et puis il s'est écroulé. C'est très bien. Et pourquoi ils se sont écroulés tous les deux? Chacun sa lecture, je vous donnerai la mienne. Mais moi, je vais vous donner la mienne, et la mienne est corroborée et par les sondages et par des discussions très sérieuses que j'ai eues avec Jean-Pierre Chevènement. En vérité, aujourd'hui, pour avoir l'électorat populaire, il faut oser parler d'identité. Il faut oser parler d'islam, il faut oser parler d'immigration. Or, Chevènement n'a pas osé, il a perdu. Mélenchon a fait pire. Il a fait un grand discours à Marseille. Je vous donnerai tous les sondages qui vous intéresseront. Oui, je connais tout ça. Vous connaissez tout ça, où il a fait l'éloge des Arabes. Le lendemain, il s'écroulait dans les sondages. Troisièmement, Montebourg. Montebourg, c'est les mêmes. C'est le même que les deux autres. C'est-à-dire... Vous avez dit qu'ils étaient différents l'un et l'autre. Non. L'un s'est allié à Paul-Marie Couteau, l'autre a fait l'éloge du patchwork mondial. C'est pas tout à fait le même choix. Vous avez tout à fait raison. Chevènement n'a pas osé aller au bout de sa logique. Il est allé avec Paul-Marie Couteau, il n'a pas osé tenir la main de Villiers, et il n'a pas osé aller au-delà du clivage gauche-droite. C'est la catastrophe. Et Montebourg sera encore plus pusillanime que Chevènement sur ces sujets-là. Vous êtes tenir main. Moi, j'ai pas tout à fait. J'ai la même lecture que vous sur ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Parce qu'au Marseille, aucune erreur. D'accord. Une erreur parce que, y compris, ça n'est pas en lien avec la ligne de rassemblement. D'accord. Okay. Là où j'ai une lecture diamétralement opposée à la vôtre, mais c'est de l'archéologie politique, pardon pour nos téléspectateurs, ça intéresse Éric Zemmour et moi-même, c'est que je pense précisément le contraire. C'est-à-dire que il est important de savoir d'où l'on parle et d'être fidèle et loyal à son camp. Et c'est quand Jean-Pierre Chevènement, à 15%, a dit ni droite ni gauche français, pour faire simple. Absolument. Qu'il est passé de 15 à 5. Et non, il a perdu. Je suis pas d'accord avec vous. On est en désaccord. On est désaccord. Et je l'ai vécu de près. On déjeunera ensemble si vous voulez. Il a perdu ses références quand il a perdu les électeurs de gauche. Pardonnez-moi, qui ont eu le sentiment, d'ailleurs justifié quand on voit la trajectoire des gens avec qui il s'est allié, qu'il avait traversé l'écran, puisque M. Dutel de la Rochère est maintenant conseiller régional Front National, puisque Paul-Marie Couteau est au Front National. Non, bref. À côté, mais pas loin, on va dire, à droite extrême. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et moi, je pense, puisqu'on revient en référence gaulienne, qui m'intéresse quand même, c'est que ce rassemblement du peuple français, qui est du RPF, et je ne parle pas du parti, je parle de la Constitution de la Ve République, je parle du Conseil national de la résistance. Il était fortement marqué par cette idée du patriotisme et d'un compromis social gagnant-gagnant, comme on dit chez Martine Aubry, mais qui veut quand même dire quelque chose. C'était le ministère de la Production avec M. Vous ne répondez pas à ma question. J'ai répondu à ma question. L'immigration, l'islam, tout ça, c'est passé à la trappe. On n'a plus beaucoup de temps. Non, mais je veux dire, mais Montebourg sera moi, je pense. Il passera à la trappe ce sujet et il n'aura pas l'électorat populaire. Je réponds d'un mot parce que je veux être précis et exact. L'identité française n'est pas forcément une identité d'exclusion. Voilà, ça je vous réponds très nettement. Maintenant, elle n'est pas en creux. Si vous voulez, la France n'est pas un territoire dans lequel chacun vient
chacun se meut sans finalement avoir d'adhésion et de contrepartie. Il faut travailler sur ce qu'est une citoyenneté d'inclusion. Et vous verrez, je prends le pari avec vous. Vous parlez comme les multiculturalistes. S'il vous plaît, monsieur. Les mots ont un sens. Oui. Parlez d'assimilation. Si vous parlez d'inclusion, ça veut dire le multiculturalisme. Moi, si vous voulez, ma matrice n'est pas français-étranger. Par contre, ma matrice est citoyen-consommateur. Eh bien oui, les gens qui consomment la France ne sont pas citoyens. Il faut qu'ils soient des citoyens donc actifs, avec des droits et des devoirs, avec un ordre juste, pour reprendre un mot qui a été utilisé. Et ça, c'était quelque chose qui est tout à fait structurant. Est-ce que M. Montebourg se pose la question d'agir depuis l'intérieur du PS ou à l'extérieur? Vous savez, ces questions n'ont plus le même sens qu'elles avaient encore il y a 5 ans à cause de la primaire. À cause de vous, grâce à vous, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct au peuple qui s'opère. Après, si les partis c'est paradoxal d'ailleurs. Oui, mais c'est paradoxal. C'est l'alliance du 2.0 et de la 5e République. Il faut une incarnation et une ligne politique. Après, si les partis politiques décident que M. Montebourg les dérange, eh bien, libre à eux de décider de l'exclure. Si les partis politiques décident de fermer bureaucratiquement un débat public, qu'ils s'en occupent. Mais j'ai envie de vous dire que c'est leur responsabilité. Ça n'est pas. Je crois que le sujet de M. Montebourg n'est pas de savoir si son identité politique est indexée au nombre de pétales autour de la rose, sachant que d'autres l'ont déplumé avant lui et bien pire que lui. Il pas de se présenter en fonction de l'état du pays. Chacun prendra ses responsabilités. Moi, je souhaite que la gauche soit fidèle à ses valeurs, à son ancrage populaire. Je constate, je m'en désole, qu'elle perd le peuple jour après jour. Et encore, mais enfin, en quinquennat, on a accéléré. On va dire que le processus s'est accéléré. Et jamais, puisque vous comparez, comparaison n'est pas raison, jamais un candidat ne s'est à ce point, il a été le négatif du discours du Bourget. Jamais il ne s'est éloigné à ce point de ce sur quoi il s'est fait élire. Merci beaucoup François Calfon. Alors je vous demande encore quelques minutes d'attention pour notre humoriste Tanguy Pastureau. Alors, une belle semaine. Cette semaine, le Salon de l'Agriculture a fermé ses portes. Fini les images bucoliques de Gilbert Collard coincé entre deux culs de vache. Regardez, on a l'impression de le voir sur une plage naturiste en août quand les Allemands viennent d'arriver. L'agriculture permet d'illustrer tout ce qu'on pense des politiques. Par exemple, Stéphane Le Foll en fait des caisses et Valérie Pécresse est dans les choux. Cette semaine, Fillon, le gendre idéal, enfin pour qui a une fille à marier de minimum 65 ans, est allé au salon se saouler tel un vulgaire punk à chien. Regardez, il a sifflé du vin rouge, a descendu de la bière et a fini sa visite avec un sac à vomi. La descente aux enfers. Cette semaine, Alain Juppé était aussi au salon. Il a visité le comptoir des viandes où il a fait expertiser la sienne. Les bouchers lui ont confirmé qu'il était périmé. Quant à Xavier Bertrand, il a pu toucher une bête issue de la filière Miss France, dont la région d'origine, Pas-de-Calais, est indiquée sur l'écharpe. La viande de Miss a une très bonne traçabilité. Alors cette semaine, Jean-Pierre Raffarin a contraint un agneau à l'embrasser malgré leur énorme différence d'âge. La bête n'a pu s'en aller qu'après avoir promis de voter Alain Juppé. Et ils en sont réduits à chercher les voix des animaux. Derrière, ils ont démarché le chien de Drucker, le ver solitaire de Laetitia Hallyday et tous les morpions de Zaya. Cette semaine, Bruno Le Maire a fait un meeting dans une énorme salle, si bien que la plupart des participants n'ont vu qu'une tache blanche, semblable à celle retrouvée naguère sur la robe de Monica Lewinsky, mais qui bouge. Le maire a notamment dit « J'ai envie, très envie ». Ce à quoi un militant a répondu, c'est au fond du couloir à droite. La prostate déjà. Dans ce cas-là, autant prendre Juppé. Le but de Le Maire, seul candidat à la présidentielle à porter un nombre d'élus municipaux, n'est pas de gagner bien sûr, mais d'encaisser un maximum de blé. Alors il vend des bracelets, des t-shirts et aussi des bodys pour bébés. Bientôt, ils vont introduire un pull Le Maire pour fœtus directement dans la maman. C'est le vendeur du siècle. Pourtant, le produit n'est pas glamour. Cette semaine, Hollande a remis la Légion d'honneur au prince saoudien Mohamed Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, que pour faire plus court, il appelle vieux. Et ceci en échange du plein avis de sa Fiat Punto. Alors dans la foulée, il décorera lundi Kim Jong-un, Raúl Castro, puis Ceausescu à titre posthume. Le prince, voyant des types avec des sabres, a demandé qui est-ce qu'on décapitait. Mais chez nous, chez nous, c'est juste de la déco.
C'est comme les bulletins de vote François Bayrou, quoi. Alors c'est Ségolène Royal qui a accueilli le prince à son arrivée en France, il devait être puni. Et l'autre est venu, alors avec tous ses potes moustachus, hein, les village people arabes. Elle a vu débouler 5 gus avec des anneaux sur la tête, elle a cru que c'était le drapeau olympique. Elle a appelé Anne Hidalgo en lui disant Poulette, c'est bon, hein, on les a les JO. Cette semaine, Hervé Morin a été réélu président du Nouveau Centre à 96,21%. C'est le seul blanc à faire un score de dictateur africain. Morin, c'est Robert Mugabe qui aurait trop forcé sur les produits éclaircissants pour peau noire. Alors François Hollande, pensant qu'il s'agissait d'un despote, lui a immédiatement remis la Légion d'honneur. Cette semaine, on apprenait que Myriam El Khomri, qui avait annulé Télématin à cause d'un malaise, a déjà annulé Ruquier à cause d'un malaise. En fait, elle passe sa vie dans les vapes. À force de lui faire renifler du sel, son mari n'a plus rien à se mettre sur les frites. Un jour sur deux à l'hosto, enfin, elle a la vie d'Abdelaziz Bouteflika. Ah, du coup, ça sent la Légion d'honneur. Cette semaine, Jean-Marc Ayrault, au lieu de parler du groupe terroriste Front al-Nosra, a parlé de Jamal al-Nosra. Il pense que c'est un mec. Heureusement qu'il n'est pas ministre des Affaires étrangères, quoi. Il a aussi évoqué le cas de Rachid Daesh et a promis de tout faire pour arrêter Toufik Hezbollah. Cette semaine, Nicolas Sarkozy a trouvé le moyen de réhabiliter la politique. Il suffit de raconter les mêmes conneries que d'habitude, mais à des gens, regardez, avec des casques de chantier. Ils entendent comme Aznavour, c'est-à-dire rien, et ne viendront pas vous dire après, évidemment, que vous n'avez pas tenu vos promesses. Cette semaine, Jean-Vincent Placé, qui a commencé à gauche, les Verts, puis un petit peu moins à gauche, puisqu'il bosse pour Valls, vient de se déclarer centriste. Dans 15 jours, il est au FN. Même les GPS n'arrivent plus à le suivre. C'est la seule girouette à ne pas finir en haut d'une église. J'ai connu des véliplanchistes qui suivaient moins le sens du vent. Il y a des fans de Jean-Vincent Placé dans le public, c'est incroyable. Ils sont 3, il faut qu'ils soient là, quoi. Enfin, cette semaine, Maurice Leroy, député du Nouveau Centre, un proche du tyran togolais Hervé Morin, a déclaré « La gauche plurielle, c'est la gauche plus rien ». Puis, au lieu du quinquennat, a parlé du quinquennase. Voilà, donc moi, si les politiques font tout le boulot, je peux pas lutter. Maurice Leroy est en train d'ubériser ma profession. Alors, Momo, voilà, t'as gagné. Voici les clés de ma loge. Elles sont là. Et, attendez, parce que quand même, je lui donne tout, le montant de ma pige. Voilà. Donc, la semaine prochaine, retrouvez la semaine politique de Maurice Leroy. Adieu. Un tout petit mot pour terminer, François Calfon. Le fait d'avoir décoré le prince saoudien de la Légion d'honneur, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça fait pas un peu de désordre? C'est forcément choquant. C'est forcément choquant. Maintenant, on va le dire franchement, parce que faut pas l'accabler complètement, le président de la République. Tous les présidents de la République ont fait ça. Voilà. C'est pas une raison pour continuer à le faire. Donc j'ai dit c'est forcément choquant. Très bien, merci. Merci beaucoup François Calfon. Zemmour et Nolo revient juste après la pub avec un dernier débat, la crise des réfugiés. Démantèlement de la jungle de Calais, 100 000 nouveaux migrants arrivent en Europe depuis janvier 2016. Que peut-on, que doit-on faire? Le réalisateur Romain Goupil et l'ancien député européen Jean-Louis Bourlange viendront en débattre avec Éric Zemmour et Éric Nolot dans quelques instants. À tout de suite. Bonsoir Romain Goupil. Vous êtes réalisateur, vous faisiez partie des 800 signataires d'un appel lancé pour la dignité des migrants de Calais, un appel qui n'a pas été entendu puisque vous venez de publier une tribune, toujours dans Libération, pour écrire votre colère face au démantèlement de cette même jungle. Bonsoir Jean-Louis Bourlange. Bonsoir. Vous étiez député européen centriste pendant 18 ans et vous connaissez bien le dossier des migrants en France et en Europe. Alors juste avant de vous entendre, revenons en images sur l'évacuation du camp situé aux abords de l'entrée française du tunnel sous la Manche. Déjà 2 hectares déblayés en une semaine. Le démantèlement contesté de la jungle de Calais, c'est tout de suite dans la question qui fâche de Dimitri Kefelec. Cette semaine, des cinéastes ont lancé un nouvel appel dans Libération pour fustiger le démantèlement de la jungle de Calais et la violence qui aurait été employée par les forces de l'ordre. Des jets de pierre lancés par des migrants, des CRS qui ripostent avec leurs gaz lacrymogènes. Les migrants ont assisté impuissants à la destruction de leurs habitations.
jetés dans des bennes à ordures. D'où cette première question, faut-il démanteler le camp de Calais? Au lieu d'arranger les choses et de poser le problème du logement, il les déloge. Et il les déloge dans la force. Mais c'est une honte. Il faut les sortir de cette boue. Enfin, vous avez vu ces images. C'est indigne d'un État comme le nôtre. Est-ce qu'on les laisse dans la boue ou est-ce qu'on leur propose de vivre dans d'autres conditions? Nous avons rencontré à différentes reprises Bernard Cazeneuve. Il s'y était engagé, il l'a fait. Et nous sommes sur la même ligne que le gouvernement. Le gouvernement, depuis des années, martèle le fait que ces étrangers sont un danger. C'est un discours épouvantable. Des migrants qui pour beaucoup ne voudraient pas d'asile en France car ils souhaiteraient se rendre en Angleterre. D'où cette deuxième question, une issue à la crise est-elle envisageable? Il y a 3000 migrants depuis le mois d'octobre, 3000 qui ont quitté Calais pour aller dans ces centres d'accueil et d'orientation. Je demande au gouvernement et pas seulement au ministre de l'Intérieur de prendre toute la mesure de ce qui se vit à Calais, au ministre de l'économie et des finances, de prendre en compte la situation des habitants, des commerçants du Calaisis. Est-ce qu'il est normal que ce soit la France qui fasse tout le travail au bénéfice de la Grande-Bretagne? Quand il y a une frontière, on doit partager la charge de cette frontière. Nous avons demandé aux Anglais, vous savez, de contribuer à la sécurisation de l'entrée du tunnel, du port de Calais. 1 million débloqués. Voilà. Tant que les Anglais ne changent pas leurs règles sur le droit du travail, il y aura toujours des migrants à Calais. Je veux qu'ils bougent la réglementation. Ou alors, je le dis, il faudra bouger à nouveau la frontière. Alors, question qui fâche, une solution pour les réfugiés de Calais est-elle possible? Pourquoi avoir écrit Romain Goupil une nouvelle fois dans Libération? Ça sert à quoi? C'est-à-dire, il y a eu un premier appel qui était l'appel en disant il y a quelque chose d'indigne qui se passe en France. Il y a 4 mois, c'était en octobre, et qui disait il y a un bidonville en France et qui est sans réaction des pouvoirs publics. Du coup, on a fait confiance après un rendez-vous avec Bernard Cazeneuve. Il vous a reçu? Il nous a reçu, bien sûr, en disant on va dans le même sens. Moi aussi, je suis scandalisé. Ah bon, vous êtes scandalisé, mais vous êtes quand même au pouvoir depuis 2012. Vous êtes scandalisé parce qu'il y a cet appel. Donc déjà, on a pu poser le problème en disant mais pourquoi ce bidonville? Pourquoi les gens sont comme ça, abandonnés, pas accueillis, et dans la boue et sous la pluie? Et il a dit on va mettre en place tout ce qui est possible pour que ces gens soient mieux accueillis. Parfait. 4 mois où on s'est tous relayés, jour après jour, pour observer ce qui se passait. Est-ce qu'on a vu? Eh bien rien, sauf tout d'un coup la décision politique de démanteler le camp. Mais bien sûr qu'on est pour démanteler ce camp, on est contre le bidonville, c'était l'objet de l'appel de Calais, mais pas dans ces conditions. C'est-à-dire si vous n'avez pas prévu avant pour reléger les gens, si vous n'avez pas le bon nombre, eh bien encore va se recréer une espèce de jungle parallèle. On déplace le problème. On déplace le problème. Il y a quelque chose qui se passe très très mal sur place. En plus de faire la guerre aux gens qui se réfugient parce qu'il y a la guerre dans leur pays d'incendier ou que les baraques soient détruites comme ça, il y a quelque chose qui est doublement insupportable pour nous. C'est pour ça on parle de la défaite de Calais. Très bien. Monsieur Bourlange, quel constat vous faites de la situation? Écoutez, moi je suis comme tout le monde, je suis complètement effaré par ce que j'observe. Mais je crois, vous savez, Edgar Faure, d'illustre mémoire, oui, avait coutume de dire la politique ne consiste pas à résoudre les problèmes, mais à vivre avec des problèmes insolubles. Alors, je crois que c'est vrai. C'est un problème insoluble? En partie. Je crois qu'il faut distinguer 3 niveaux. Oui. D'abord, celui que Romain Goupil vient d'évoquer, c'est-à-dire les conditions indécentes, inadmissibles, etc. Ça ne peut pas durer, on ne peut pas. Et je crois que la pétition est très justifiée dans la mesure où les gouvernements successifs ont été vraiment, mais très très mollassons pour essayer de faire quelque chose et non pas. Il faut mettre tous ces gens dans des conditions décentes. Deuxièmement, il y a un problème de fond. Est-ce qu'on doit maintenir une concentration ou est-ce qu'on doit diluer ces populations, les répartir Bon, là, c'est déjà plus compliqué. Là, je comprends la réaction des gens du Calaisis qui disent c'est quand même un handicap fondamental pour notre région, pour son attractivité, pour notre vie économique, etc. Donc je pense que l'idée de répartir un certain nombre de gens, notamment ceux qui ont dans des centres convenables, etc., ça se défend. Puis troisièmement, c'est là où on rencontre Edgar Faure, le problème insoluble, c'est qu'en réalité, sur le fond, il n'y a pas vraiment de solution. Alors j'entends François Bayrou qui dit, comme d'ailleurs Bertrand, comme d'autres, et c'est la tentation, pourquoi
c'est nous. Pourquoi nous sommes obligés de faire ça alors que les Anglais pourraient s'en charger? C'est très, très spécieux, car en réalité, vous embarquez pas, quand vous embarquez à Roissy, à Charles de Gaulle, pour les États-Unis, vous n'embarquez pas dans un avion si vous n'êtes pas en règle. Donc, à quel moment, où doit-on faire le contrôle? C'est extrêmement délicat. Donc, on a fait un accord. Et évidemment, la contrepartie, c'est que les Anglais payent pour qu'on fasse ça. C'est très compliqué parce que la tentation, c'est de laisser partir les gens. Mais si vous voulez, c'est vrai, on est les vaupaux de la reine dans cette affaire. Hein. On est les vaupaux. On bloque la frontière comme on bloquait le mur de Berlin, au service de Sa Majesté. Bon, c'est quand même pas enviable comme ça. Mais alors on dit, pas de zèle. On les laisse passer, on laisse organiser des associations qui vendent des zodiacs. Mais ça, c'est un appel d'air extraordinaire. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on peut essayer de passer, vous avez immédiatement une concentration. Donc c'est pas non plus une bonne solution. Donc il reste qu'on est en face de quelque chose qu'il faut gérer au jour le jour. Et effectivement, l'administration française, et comme toujours l'administration française, elle sait pas faire, elle agit lentement, elle n'a pas les moyens, et on est dans cette situation impossible et vraiment honteuse. Oui, il y a un reproche que j'ai fait à l'appel des 800 en votre absence, vous n'étiez pas là, je le fais en votre présence, c'est en effet de ne jamais mentionner le sort des gens de Calais qui n'ont pas à subir ça. Voilà, ça m'a choqué dans la première appel des 800. On dirait qu'il n'y a que le problème des migrants, il y a aussi le problème des gens qui subissent les nuisances. Ensuite, moi je vois que deux solutions. Soit en effet, on loge ces gens décemment, mais tous, parce que là ils construisent des camps trop petits, ce qui fait qu'il y a quand même une jungle qui subsiste. Et puis je regrette, les gens qui sont là, pour la plupart, on leur a demandé s'ils veulent de faire une demande d'asile en France. Ils ne veulent pas, parce que ça les bloquerait en France. Moi je regrette, mais en effet, c'est aux Anglais de gérer ça. Ces gens-là devraient être sur le territoire anglais, et à partir du moment où ils ne veulent pas rester en France, que les Anglais décident du sort qui leur est réservé, puisque les Français, c'est inextricable. On n'a rien à leur dire à ces gens. Je comprends très bien théoriquement, mais vous n'allez pas monter à bord de l'Eurostar, vous n'allez pas laisser des gens rentrer dans des conditions absolument incroyables, s'accrocher aux remorques, etc. Moi je parle d'un transfert volontaire. Mais non, mais il n'y a pas de transfert, les Anglais n'en veulent pas. Pourquoi voulez-vous? Ah oui, mais ça, ils n'en veulent pas, mais c'est le seul problème. Mais là, il n'y a pas de solution. Non, mais Alors, quelle est la solution? On vous écoutera. Déjà, pour l'appel de Calais, vous avez tout à fait raison. On le soulignait quand même en disant qu'il ne faut pas faire une concurrence des indigents et opposer les Calaisiens à ces gens qu'on devrait mieux accueillir. Et on a toujours dit que c'était un territoire, c'était la honte, c'était un territoire abandonné de la République. Un des plus pauvres, où il y a un taux de chômage incroyable, et l'État ne s'en mêlait pas. C'est d'où mon premier reproche en disant, ah oui, c'est un peu tard, c'est peut-être dans la bonne direction, mais c'est très tard. Mais c'est pas le premier gouvernement. Ça date de Sanguette, vous allez tous en souvenir, les premières évacuations, Sanguette, la destruction de la jungle, Besson, et ainsi de suite. Donc quelque chose qui perdure. Pourquoi? Parce que les Anglais ne respectent aucune des conditions, des signatures qu'ils ont fait, des accords qu'ils ont ratifiés sur les conventions de Genève. Ces gens sont poursuivis à cause des réfugiés politiques. Il y a une situation de guerre. Ils se doivent d'être accueillis en Angleterre. Donc, il faudrait qu'il y ait un bureau parallèle en France et un bureau parallèle en Angleterre pour prendre sa part, mais pas pas seulement justement sa part, une part juste par rapport au drame qu'il y a autour. Et moi, je parle d'un transfert volontaire, nous sommes d'accord. Je ne parle pas évidemment de les laisser. Bien sûr, mais là, il faudrait examiner. Si vous laissez un bidonville, il y a le regroupement familial, c'est-à-dire une partie des familles sont en Angleterre. Et les enfants, une centaine, d'après tout ce qu'on a fait comme étude, puisqu'on a construit avec nos deniers et l'aide de tous les signataires, un centre juridique. On reçoit les gens, et là on a vu qu'il y avait 130 mômes qui étaient sans famille. Mais beaucoup ont des contacts avec leur portable. Non, mais ils ont des contacts avec Cameron accepte. C'est quand même bien un problème anglais. C'est un problème, c'est-à-dire le regroupement familial. Et à partir du moment où il y a de la famille en Angleterre, automatiquement, et c'est ce qu'a demandé M. Hollande à Amiens, à la rencontre d'Amiens il y a 5 jours, en disant, mais enfin, quand même, par rapport à tous ces mômes qui sont laissés pour compte dans la boue, vous devez de les accueillir par rapport à leur famille. Déjà un début de solution. D'accord, mais il faut qu'il y ait des bureaux pour examiner ça. Comment vous pouvez analyser que c'est l'appel de Calais et que c'est des volontaires, que c'est après des quêtes litchi qu'on a réussi à construire des cabanes et que là on a des avocats qui avertissent et qui donnent les droits aux gens. Et nous, on est d'accord avec Cazeneuve, mais informez-les.
si vous voulez qu'il n'y ait plus de bidonville, il faut leur dire, voilà, vous avez le droit d'asile possible en France. Mais il faut les informer. Ce que j'entends m'intéresse beaucoup, pour des raisons différentes, et vous allez comprendre pourquoi. La première, c'est que je suis assez ravi, parce que je pensais être le seul à le dire, mais je vois que tout le monde est d'accord là-dessus, donc c'est parfait. De ne pas. Non, pas du tout. C'est une position médiatique. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous inquiétez pas. Non, je suis ravi que tout le monde prenne en considération le sort des gens de Calais. C'est des espèces de victimes des victimes. Et que donc là, je suis très content que ce que je croyais être une voix esseulée soit générale. Je suis ravi. En revanche, là où je ne vous suis plus, c'est quand vous dites, et votre position juridiquement est implacable, mais vous allez comprendre, quand vous dites en fonction de la Convention de Genève, ces gens-là doivent être accueillis par les Anglais, ce sont des réfugiés. Mais il faudrait contextualiser historiquement la Convention de Genève, et il faudrait contextualiser historiquement le droit d'asile en général. J'ai coutume de dire, Eric connaît ma plaisanterie, le droit d'asile, qu'est-ce que c'est? C'est pour Victor Hugo. C'est pour une personne, c'est pour 2 personnes. C'est pas pour des centaines de milliers de gens. À partir du moment où le droit d'asile pour des centaines de milliers de gens qui s'impose dans un pays où ils ne sont pas désirés, ça s'appelle une invasion, monsieur Goupil. Oui, enfin, c'est mis des réfugiés. Les Juifs qui sont sortis d'Allemagne, j'ai pas fini. Ils étaient massifs, non. Et c'était pas des envahisseurs. C'est pas parce que vous dites qu'ils ne sont pas désirés que ça devient. Je suis désolé. Vous avez je parle même plus de la Convention de Genève. Je parle de la déclaration. Eh ben alors parlons de la déclaration des droits de l'homme universelle qu'on a signé après l'attaque des nazis. On a signé cette déclaration universelle. Vous avez là, c'est pas du tout un truc de générosité. C'est pas du tout quelque chose qui serait bien ou bon ou généreux. Vous êtes obligé, s'il y a un pays en guerre, qui subit, ou s'il y a des persécutions politiques, d'abriter les gens. Et heureusement, c'est la leçon qu'on a eue du dernier conflit. De la déclaration universelle. Bah oui, mais c'est bien. Je m'en fous. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de guerre. Nous subissons une invasion. Je dis bien une invasion. Avec des envahisseurs. Mais n'importe quoi. On est dans une période de guerre. Parce que vous avez Poutine, parce que vous avez Bachar el-Assad, et parce que vous avez des massacres aux C'est beaucoup plus profond. Son créneau médiatique. Merci. C'est beaucoup plus profond que ça. Nous sommes dans une période d'explosion démographique. Dans un monde qui est à 7 milliards, et simplement nous avons des régions qui sont trop pleines d'hommes et avec des régions trop vides. Et donc nous avons les régions trop pleines qui se déversent sur les régions vides. Voilà ce qui se passe. Mais comment vous pouvez parler comme ça d'individus? Comment vous pouvez parler de famille? Comment vous parlez d'enfants? Monsieur Goupil, d'abord, il y a essentiellement des hommes. Mais non, c'est pas monstrueux. Non, monsieur. Ils vivent la guerre, ils n'ont plus la possibilité de boire. Ils n'ont plus la possibilité d'aller à l'école. Et vous voulez pas les accueillir? Non, je ne veux pas les accueillir. Non. C'est 1 million sur 500 millions de personnes. Je ne veux pas les accueillir. Ça va être 2 millions en avril. Je ne veux pas les accueillir. Je ne veux pas, et les Français ne veulent pas. Je vais vous dire, il y a un conflit millénaire entre les nomades et les sédentaires. C'est ce conflit, il est au substrat de l'humanité. Et aujourd'hui, prenez parti pour les nomades contre les sédentaires. Je suis désolé, il y a une armée, elle doit nous défendre. Quand nous subissons une invasion, l'armée doit nous défendre. On a changé de sujet, Non, c'est le même sujet. Non, c'est pas le même sujet. Mais si, Calais, pourquoi ils sont rentrés, Calais? Pourquoi on fait le boulot des Anglais? Parce qu'on n'a pas fait notre boulot de ne pas les laisser rentrer, monsieur Boulanger. Éric Zemmour veut revenir à un état du droit international qui il a tout à fait le droit de défendre toutes ses idées, qu'il n'a jamais existé, mais en tout cas, bon, c'est évident que nous sommes confrontés à un problème objectif, à des migrations de toutes sortes. Mais en l'occurrence, alors on peut raisonner, moi je suis assez réservé sur les migrations économiques, je ne suis pas pour l'immigration choisie, je suis au contraire pour accepter l'immigration de ceux qui ont des droits, le regroupement familial et le droit d'asile. Et les gens choisis doivent rester chez eux, parce que en fait c'est là qu'on en a besoin. Non, ça c'est un autre problème. Mais le problème qui est posé, c'est celui du Moyen-Orient. C'est un État, la Syrie, de plus de 20 millions d'habitants, dans lequel les gens sont interdits de vivre. C'est simple, mais massivement, partout. Plus de 20 millions, plus une partie de l'Irak, etc. Donc on a
un ensemble de populations en détresse massive, comme on avait les Juifs entre les deux guerres, avec la... Mais si, ça a tout à fait ça à voir. n'a rien ça a à voir par la quantité, etc. Et nous devons savoir comment... C'est la comparaison bidon par exemple. Pas du tout, mais c'est la comparaison culpabilisante par excellence. Mais vous voulez culpabiliser les gens qui ne veulent pas les recevoir. Je ne veux pas culpabiliser, je veux finir mon raisonnement. Je veux simplement finir mon raisonnement. Je dis, nous sommes en face donc d'un cas. Il y a 4 solutions. Il n'y en a pas 5, il y en a 4 pour cela. La première, c'est qu'on fait la guerre pour rétablir une situation et les réinstaller. Pour des raisons évidentes, ça n'est pas possible. On n'a pas les moyens, on n'a pas l'armée. Il y a les Russes, il y a les Américains. On n'y arrive pas. Bon, la deuxième solution, c'est qu'on les accueille dans les zones proches du combat. C'est ce qui se passe objectivement. 80% de 90% de ces gens sont en Jordanie, dans le Kurdistan, en Turquie, au Liban. Et l'invasion est plus là qu'en France. Absolument. Et là, on est dans des conditions. Et là, si ce sont des pays démunis, ce sont des pays qui sont alors là complètement déstabilisés. Si on veut faire ça, on doit payer. On ne veut pas mettre l'enfant chez nous, on paye la pension. Troisièmement, on les accueille chez nous. Alors, ça veut dire qu'on les trie, on prend ceux qui sont viennent vraiment de l'endroit, mais ils sont très nombreux, comme le dit Eric, il a raison. Et ensuite, on les partage. Quatrièmement, on les noie. On les noie, on dit, on n'a rien à en foutre. Il y a une cinquième solution. Non, il n'y a pas de cinquième solution. Non, mais vous la direz après. On les noie. Bon, en face de ça, Angela Merkel a dit quelque chose qui me paraît très juste, et qui, pour finir, qui a beaucoup de mal à émerger, parce que